Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet important, la drépanocytose. L'idée de fond est assez simple en fait. Pour bien la combattre, il faut d'abord la comprendre. Et c'est justement ce qu'on va faire ensemble. Alors, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Cette image, elle résume tout. Voilà le problème de la drépanocytose. On voit des globules rouges qui, au lieu d'être bien ronds et souples, se déforment. Ils prennent cette forme de faucille et surtout, ils deviennent rigides. Les conséquences, elles sont terribles. Ça bloque la circulation sanguine, ça provoque des douleurs qui peuvent être insupportables, de l'anémie, et avec le temps, ça peut abîmer les organes. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, revenons aux fondamentaux. La drépanocytose, qu'est-ce que c'est au juste? Tout se joue à une échelle microscopique, vraiment au cœur de nos veines. Ici, la différence saute aux yeux. À gauche, on a des globules rouges normaux. Ils sont bien ronds, souples, bref, ils circulent sans problème. Et à droite, voilà les fameux drépanocytes. Rigides, en forme de faucille. C'est fou de se dire que toute la maladie part de là, d'une simple différence de forme. Et voilà la conséquence directe. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? À cause de cette forme bizarre et de leur rigidité, les drépanocytes s'accrochent les uns aux autres. Ils s'agglutinent et finissent par créer de vrais bouchons, des embouteilleurs si on veut, dans les tout petits vaisseaux sanguins. Résultat, le sang ne passe plus et surtout l'oxygène qu'ils transportent n'arrive plus là où il devrait. Donc si on résume, c'est vraiment une réaction en chaîne. D'abord, les cellules se coincent. Ensuite, elles créent ces blocages. Troisième étape, et c'est là que ça devient critique, ça provoque des douleurs et ça prive les tissus d'oxygène. Et la conséquence finale, c'est que les organes sont affaiblis et même le système immunitaire en prend un coup. C'est un véritable engrenage. Ok, donc on a vu ce qui se passe. Maintenant, la question c'est pourquoi? D'où ça vient, cette anomalie? Pour trouver la réponse, il faut aller chercher beaucoup plus profond, au cœur de nos cellules, dans notre ADN. C'est une histoire de génétique. Là aussi, c'est une sorte de réaction en chaîne, finalement assez simple à comprendre. Tout part d'une petite erreur, une mutation sur un seul gène, située sur le chromosome 11. Cette mutation, elle va ordonner la fabrication d'une hémoglobine anormale, qu'on appelle l'hémoglobine S. Et c'est cette hémoglobine défectueuse qui va, à son tour, déformer les globules rouges et les rendre tout rigides. Bon, si c'est génétique, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est comment ça se transmet? Comment ça passe des parents aux enfants? Ce schéma explique tout, c'est vraiment la clé. Pour qu'un enfant soit malade, il faut une condition bien précise. Il doit recevoir le gène défectueux de son père et de sa mère. Si les deux parents sont ce qu'on appelle des porteurs sains, c'est-à-dire qu'ils ont le gène mais ils ne sont pas malades, à chaque grossesse, c'est un peu comme un tirage au sort. Il y a une chance sur 4 que l'enfant soit malade, il y a 2 chances sur 4, soit 1 sur 2, qu'il soit porteur sain comme ses parents, et enfin, il reste une chance sur 4 qu'il n'ait pas du tout le gène. Le point capital à retenir, c'est que ce n'est absolument pas contagieux. C'est une histoire de transmission génétique. Face à cette loterie génétique, justement, il y a un outil qui est absolument fondamental, c'est le dépistage. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. Savoir permet d'agir et surtout d'anticiper. Et ce dépistage, on peut le faire à plusieurs moments cruciaux de la vie. Idéalement, avant même d'avoir un projet d'enfant pour connaître son statut de porteur. On peut aussi le faire pendant la grossesse, bien sûr, pour les couples à risque. Et puis, il y a le dépistage systématique à la naissance dans les régions les plus touchées. Sans oublier les campagnes de dépistage qui ciblent spécifiquement les populations les plus concernées. Une fois que le diagnostic est là, le combat change de nature. Il ne s'agit plus seulement de savoir, mais de gérer, de prévenir pour vivre le mieux possible avec la maladie. Et là, ce sont vraiment les gestes du quotidien qui peuvent tout changer. Cette prévention, elle repose sur plusieurs grands piliers. Le premier, évidemment, c'est un suivi médical régulier. Ensuite, très important, être à jour de ses vaccins, parce que la moindre infection peut déclencher une crise. Autre point essentiel, boire beaucoup, bien s'hydrater, c'est la base. Il y a aussi ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. En gros, apprendre à connaître sa maladie, à reconnaître les premiers signes d'une crise pour réagir vite. Et enfin, bien sûr, il faut éviter tout ce qui peut déclencher ces fameuses crises. Et justement, ces facteurs déclenchants, quels sont-ils? Les plus connus, c'est le froid, l'altitude, parce qu'en altitude, il y a moins d'oxygène, et la déshydratation, on en a déjà parlé. Les connaître, c'est déjà pouvoir les éviter, c'est une partie énorme de la gestion de la maladie au quotidien. Mais attention, se battre contre la drépanocytose, ce n'est pas qu'une affaire de médecins et de médicaments. C'est aussi et peut-être surtout une affaire de communauté, de soutien. C'est absolument vital pour les malades et pour leurs familles de savoir qu'ils ne sont pas seuls, qu'il existe tout un réseau pour les épauler. D'ailleurs, dans les territoires français où la maladie est la plus présente, un réseau d'associations vraiment incroyable s'est mis en place. On va prendre l'exemple de la Martinique pour commencer. Là-bas, des associations comme l'APIPD Martinique ou la SAD 92 font un travail essentiel. Elles sont sur le terrain au quotidien pour accompagner les malades. En Guadeloupe, c'est la même chose, une mobilisation tout aussi forte.
avec des associations comme Guadeloupe Espoir Drépanocytose ou encore Drépanodoubou. Pour les familles, ce sont de vrais piliers, des points de repère. Et on termine ce petit tour d'horizon en Guyane, Où le travail de Drépa Guyane et du réseau Guyane Drépanocytose est tout aussi fondamental. En fait, toutes ces associations, peu importe leur nom, elles offrent des choses essentielles. De l'information fiable, un soutien moral, et peut-être le plus important, elles brisent le sentiment d'isolement. C'est la preuve que la solidarité est une arme incroyable contre la maladie. Finalement, on boucle la boucle. On revient à notre point de départ. Tout ce qu'on vient de voir, de la génétique microscopique jusqu'au soutien humain des associations, tout ça converge vers une seule et même idée. Comprendre. Comprendre pour avoir les bonnes armes, pour mieux se battre.